Hey, salut tout le monde, c'est Celle et aujourd'hui on se retrouve dans cette toute nouvelle vidéo pour un nouveau let's play sur le jeu Memory of Souls, je ne sais pas comment ça se prononce, je vais dire Souls, ce sera plus facile. Et donc c'est un visual novel français où rêve et réalité se mêlent dans une romance fantastique. C'est un jeu créé par Ninland. Donc Ninland c'est une personne qui a travaillé notamment sur le visual novel français Le Secret d'Henri, fait par B-Move notamment. Et donc aujourd'hui je vais jouer à ce jeu puisque il vient de sortir aujourd'hui, donc j'avais très envie d'y jouer et je m'étais même préinscrite pour essayer d'être une bêta testeur, mais malheureusement je n'en ai pas fait partie puisque je n'ai pas été sélectionnée parmi les centaines et les centaines de personnes qui se sont préinscrites. Donc voilà. Alors je tiens juste à vous préciser que le prologue du jeu et le chapitre 1 peuvent être entièrement diffusés sur YouTube sans avoir à respecter de règles particulières. Par contre, pour les autres chapitres, je n'aurai pas le droit de montrer les illustrations ainsi que les bonus. Les bonus qui sont donc les souvenirs d'Arthur, le personnage qui est juste ici. Et je dois respecter en plus de cela un délai de 5 semaines après la sortie du chapitre, c'est-à-dire que je devrais attendre 5 semaines avant de poster ma vidéo sur YouTube publiquement. Il y a aussi une règle par rapport au replay, mais comme je ne compte pas faire de replay, eh bien je m'en fiche un petit peu. Donc voilà. Donc avant de commencer le let's play, je vais d'abord lire le synopsis de l'histoire, enfin en tout cas le résumé, le synopsis, c'est un petit peu pareil. Donc voilà. Alors l'histoire, un jeu d'amour qui surpasse les limites de la réalité. Suit l'histoire d'Élise et Arthur, donc celui que j'avais parlé, dont j'ai parlé il y a quelques instants, deux héros qui se découvrent au fil du temps, unis entre rêve et réalité au-delà de toute limite. Chaque soir, Élise retrouve Arthur dans des rêves qu'ils partagent depuis des années. Une amitié sincère y naît malgré leurs différences, et c'est à l'aube de leur vie d'adulte que cette amitié laisse place à un amour tendre. Une nouvelle vie s'y construit. Jusqu'au petit matin où tout disparaît, sauf pour Arthur qui garde ses précieux souvenirs. Le quotidien d'Élise bascule le jour où Arthur et un groupe d'inconnus la sauvent alors qu'elle est prise pour cible lors d'une attaque armée. Ils sont là pour sa protection. Élise découvre alors qu'elle possède une magie en lien avec la nature, magie convoitée par une puissante et sombre famille. Son amour naissant pour Arthur fait écho à celui de ses rêves. Le danger, tapis dans l'ombre, n'est jamais très loin. Là ensuite vous avez une description de tous les personnages, donc n'hésitez pas à mettre pause pour lire. Moi je ne vais pas lire, bien évidemment, puisque je l'ai déjà lu. Donc là on a Arthur, là on a Eric, Isia, Noah, Rudy, Sarah et Anaïs. Et ensuite juste ici vous avez une petite description du studio de Ninland. Bien évidemment, le jeu est gratuit et disponible sur Internet. Donc n'hésitez pas à y jouer pour découvrir l'histoire de votre côté. Alors c'est parti, on va jouer. Et au fait, juste avant de commencer le let's play, je voulais vous montrer ce petit rappel que j'ai eu en lançant le jeu la première fois. Et donc, je vais vous le lire. Donc, Memory of Souls est une œuvre de fiction. Toute ressemblance avec des événements, personnages ou entités réelles serait purement fortuite. Le lore, les lieux et les personnages, ainsi que leurs actions, sont entièrement inventés par l'autrice et ne reflètent pas la réalité. Cette histoire aborde des thèmes tels que la violence, l'usage d'armes, la torture, la maltraitance, l'alcool, le langage vulgaire et des scènes à caractère sexuel. Elle est destinée au divertissement sans objectif éducatif. Donc voilà, c'était juste pour le petit rappel du début pour tous les thèmes surtout abordés. Alors, on a un système de tickets et de clés
Les tickets se dépensent dans l'histoire. Il en faut environ 10 par chapitre. Chaque jour, tu gagnes un ticket quand tu te connectes. Donc il faudra que je me connecte tous les jours. Les clés te permettent d'accéder aux souvenirs d'Arthur et d'acheter les illustrations que tu n'as pas débloquées. Tu peux aussi les convertir en tickets pour avancer dans l'histoire. Tu gagnes des clés en faisant les bons choix. Visite la boutique si tu as court de tickets ou de clés. Retrouve ici les informations sur les personnes que tu rencontres. Donc ça, c'est tous les personnages. Ton journal contient toutes les illustrations et histoires jouées. C'est aussi ici que tu pourras rejouer un chapitre. Enfin, clique ici pour retourner à ton histoire ou sur l'icône flèche à droite de ton écran. Ok. Donc écoutez, c'est tout bon pour moi. On peut y aller, je pense. Peut-être juste les musiques que je vais un petit peu baisser. Taille des dialogues, je vais les mettre en grand. Et puis voilà. Élise. Arthur se place en bouclier humain devant moi, bien décidé à affronter l'être qui a détruit sa vie. Ouf. L'aura de l'homme qui nous menace est agressive, terrifiante. La musique est un petit peu forte. Bon, désolé, je baisse la musique. L'aura de l'homme qui nous menace est agressive, terrifiante. Arthur. Ne t'approche pas, ne la touche même pas. Tu sais qu'il me suffit d'un battement de cils pour tous vous tuer, simultanément. Arthur. Je le contourne et me place à ses côtés. C'est aussi mon combat. Je sais enfin où est ma place. Comme d'habitude, j'écoute cette intuition en moi qui vient de je ne sais où. De Gaïa, de l'Élysir, de moi. Je sais où je vais et ce que je dois faire. Mon visage doit retranscrire mes intentions, car Arthur devient livide. Élise, non, non. Je me mets face à lui et je lui souris, comme pour le rassurer. Mais je constate que ça ne marche pas. Je lis la détresse sur son visage, autant que je la ressens dans chaque cellule de mon corps, de mon cœur, de mon âme. Je sais qu'il a toujours redouté que je me confronte à la personne qu'il craint le plus au monde. Je sais combien il a passé ces dernières années à me tenir éloigné de ce danger permanent qui me poursuivait. Qu'est-ce que tu comptes faire ? Visiblement, il a compris que mon moment est venu. Non, ne te sacrifie pas. S'il te plaît, ne fais pas ça. Qui te parle de sacrifice ? Je n'y va pas. Évidemment, je n'ai aucun plan. Comment faire ? Je n'en sais rien. Mais c'est un risque à prendre et je me fais confiance. Je suis l'Élysir après tout. Arthur sent ma détermination. Elle est sans faille. Je ne reculerai pas. De manière presque imperceptible, il hoche enfin la tête, résigné. Je suis heureuse de voir qu'il arrête de me retenir, qu'il s'interdit de me supplier de ne pas y aller. Il décide de me laisser tenter ce qu'il considère être l'inacceptable. Son amour pour moi se positionne dans le respect de mes choix, alors qu'il se situait autrefois dans sa peur de me perdre. Et je l'aime d'autant plus pour cette raison. Alors que je reçois cette tristesse comme une gifle aussi violente que si elle avait été réelle, il acquiesce. Quelle que soit ta décision, je serai toujours là. Je ferme les paupières. Je me connecte à moi-même, à cette force qui a toujours sommeillé au plus profond de ce que je suis. C'est une force que j'ai toujours ignorée, persuadée alors de ma faiblesse, de mes peurs et de mon manque de courage. Je distingue Gaïa, si belle, si lumineuse, si près, comme si j'étais dans l'espace et que je pouvais l'enlacer contre moi. Je sens l'énergie de la Terre, à mes côtés, éternellement là.
Aujourd'hui, j'ouvre les yeux, prête à avancer vers le chemin que j'ai choisi. Chapitre 1. Te rencontrer de nouveau. Donc ça, c'était le prologue quelques mois plus tôt. En tout cas, petite pause, j'adore le jeu, il est très beau, l'esthétique du jeu. Les personnages sont beaux, les ambiances sonores sont très très bien. Donc très très beau travail de la part de Nin et de toute l'équipe. Aujourd'hui, il fait beau, tout va très bien, même au boulot ça va. Alors pourquoi suis-je si contrariée depuis que je me suis levée ce matin ? J'ai cette pointe dans le cœur qui ne veut pas partir. Je n'arrive vraiment pas à comprendre d'où cela peut venir. Je ne suis pas à l'aise avec ces sensations qui m'effraient. Je reconnais que rien ne me fait peur. On ne peut pas dire que le courage fait partie de mes qualités premières. Bref, il doit bien y avoir une explication à ma contrariété matinale. Fais les bons choix pour débloquer les illustrations et gagner des clés. Les clés te permettent de débloquer les souvenirs d'Arthur. Alors, taper sur mes joues ou secouer la tête. J'essaierai de taper sur mes joues, mais je sais pas ce que ça peut faire. Non loin de moi, les passants surpris sursautent lorsque je me gifle toute seule en marchant l'air énervé. C'est pas du tout à ça que je pensais. Moi je pensais juste qu'elle allait faire des petits tapotements sur ses joues, mais pas qu'elle allait se gifler. Autant dire que ce comportement agité ne me ressemble pas. J'ai pourtant passé une bonne journée avec Isia, et une bonne soirée la veille. Qu'est-ce qui peut bien me mettre dans cet état ? Je suis si en colère. Par-dessus le marché, je me sens aussi triste qu'en colère. Décidément, plus j'essaye de comprendre mon humeur matinale et plus c'est n'importe quoi. Mais pas me guide en mode automatique jusqu'au bureau. C'est joli. J'arrive à l'agence Vinvia et prends place en m'affalant sur ma chaise, épuisée comme si j'avais marché des heures. Waouh! Toi, on dirait que t'as passé une sale nuit. Minimiser ou soupirer? Soupirer? Je soupire, la tête sur mon bureau. M'en parle pas. Noah pivote dans ma direction pour me jauger de haut en bas. Et tu viens d'où comme ça? Je hausse un sourcil. Restez franche, allez. Moi j'ai gagné des clés. De chez moi. D'où veux-tu que je vienne? Je vois. Tu n'étais peut-être pas seule. C'est quoi cet interrogatoire? Non, j'étais toute seule. Hé, salut vous deux. Salut. Mais ma collègue me coupe. C'est quoi cette tête? Ah. Visiblement, ma détresse intérieure transparaît fortement. Génial. Ah, je suis bien content de ne pas être le seul à me poser des questions. C'est rien, je me suis réveillée toute énervée, et je ne sais pas pourquoi. Ça m'arrive parfois, comme tout le monde quoi. Non, pas moi. Pareil. Enfin, sauf si j'ai fait un cauchemar vraiment horrible, ça peut me prendre la tête quelques minutes. T'as peut-être fait un mauvais rêve? Ça m'étonnerait puisque je ne rêve pas. Mais bien sûr que si. Eh bien, je ne m'en souviens pas. Et vu l'état dans lequel je suis, ce devait être vraiment, mais alors vraiment un cauchemar horrible. C'est quand même dingue. Quoi donc? Tu ne te souviens vraiment jamais de tes rêves? Eh bien, non. En fait, quand j'étais petite, je rêvais souvent. Comme une personne normale, je dirais. Et puis, je sais pas, vers l'adolescence, j'ai réalisé que je ne rêvais plus. C'est dommage, j'adore faire de jolis rêves.
Je hausse les épaules, pas vraiment intéressée, et regarde par la fenêtre. Le vent s'engouffre dans les feuilles de cet immense platane que je vois derrière les vitres, et mon esprit se focalise sur lui. Je ne sais pas comment l'expliquer, mais c'est comme si j'entendais l'arbre. Je ne dirais pas que j'entends des mots, mais c'est plutôt une sensation. Sensation qui est en train de m'apaiser. J'ai l'impression que je peux enfin respirer. Remercier l'arbre. Je remercie l'arbre. Je souris et, dans un murmure à peine audible, j'exprime ma gratitude. Merci. Heureusement que tu es là. Quoi ? Non, rien. Je vais me faire passer pour une bébête. Je ne vais peut-être pas lui expliquer que je remercie un arbre. Déjà que ça lui paraît dingue que je ne rêve pas, alors évitons de s'attarder sur le sujet, c'est clair. Presque tout le monde ici sait que je suis l'ami de la nature, mais personne ne sait à quel point. Et c'est peu dire. Haha. Dans mon enfance, quand j'ai compris que j'étais la seule à communiquer avec les plantes et bien d'autres choses, j'ai vite arrêté d'en parler. On m'a toujours mise de côté. Je ne me suis jamais réellement intégrée avec les autres, quand bien même je redoublais d'efforts pour paraître la plus normale possible. J'ai pu me fondre dans la masse une fois ado, sans faire partie de l'élite du collège ou du lycée non plus. Ce fut une scolarité sans encombre, d'une banalité sans nom, et plutôt ennuyeuse, ponctuée malgré tout de quelques conflits lorsque ma route croisait celle de certaines brutes. Même si, pendant mes années lycée, j'ai appris à assumer cette différence et à me laisser enfin aller auprès de mes amis les plus proches, surtout Isia. Je sors de mes souvenirs plus ou moins lointains pour me recentrer sur Anaïs et Noah. Alors, comment ça avance le site des dermatologues ? C'est difficile. Quelle galère, j'ai du mal à installer leur calendrier de rendez-vous en ligne. Heureusement que Noël est là pour m'expliquer comment faire. C'est la première fois que tu codes ce genre de truc ? Plus ou moins. Vraiment, j'y comprends rien à toutes ces lignes de code sur vos écrans noirs. Bref. Elle se secoue, comme si elle était prise d'un violent frisson, et nous éclatons de rire. Tout comme je serais incapable de faire ce que tu fais, je n'ai aucune créativité. Oh, tu sais, les clients savent exactement ce qu'ils veulent. Ils ne m'autorisent pas vraiment à laisser libre cours à mon imagination sur leur projet. En tout cas, avec Noah et Rudy, on adore ta maquette. T'es chou, merci. Allez, tu viens boire ton thé avec moi ? On va boire un thé avec Anaïs, écoute. Ok, je te suis. À toute, Noah. Je me lève comme si je pesais une tonne et traîne des pieds jusqu'à la salle de pause. Comme ça, on va voir plusieurs pièces en même temps. C'est très joli, les décors. La salle est quasiment vide. Je m'installe en face de ma collègue. Tu veux quoi ? Moi, un thé blanc exotique, c'est quoi ? Je sais pas ce que c'est. Je prends un thé à la menthe, je suis très basique. Hein. Je verse l'eau bouillante dans mon mug. Je regarde mon sachet de thé infusé en humant à plein nez les bonnes odeurs de menthe orientale et de miel. Ça a l'air bon. Alors, ça en est où avec Noah ? Répondre avec lenteur ? Je soupire en levant les yeux au ciel. Anaïs, je t'ai déjà dit que ça ne m'intéressait pas. T'es nulle. Il y en a plus d'une qui a des vues sur lui. Bah et alors c'est pas une raison pour qu'elle s'intéresse à lui. Elle a le droit, hein. Si j'avais pas Sam, ça m'aurait bien plu. Mais bon, en même temps, Noah il s'en fout de moi. Donc la question ne se pose pas. Et puis c'est toi qui le kiffes. Ma collègue se lance une nouvelle fois dans un petit monologue, en se faisant toute seule les questions et les réponses. Pour elle, ce n'est pas normal que je sois toujours célibataire à mon âge. Et il faudrait que je me case au plus vite. Ouais non, par contre je suis pas d'accord avec ça. Vous pouvez vous mettre en couple à l'âge que vous voulez, vous pouvez vous mettre en couple à 16 ans, vous pouvez vous mettre en couple à 30 ans. L'amour, il n'y a pas d'âge pour ça, donc je suis pas d'accord avec sa collègue. Noah étant célibataire et canon, ça lui paraît évident que nous devons tenter le coup lui et moi. Ça c'est bien cliché.
Sauf que ça ne marche pas ainsi. Exactement, Élise. D'autant plus que Noah est gay. Ah voilà. Donc il est loin de s'intéresser à moi. Mais cette information sur les préférences de notre cher collègue a l'air d'échapper à Anaïs, tout comme à la plupart des employés ici, sauf à toi. Et ce n'est certes pas moi qui vais le révéler à mon ami. Si Noah n'en parle pas, c'est qu'il a ses raisons et ça le regarde, exactement. Je pense qu'il m'apprécie surtout comme une bonne collègue de travail. Ses lunettes sont recouvertes d'une légère buée à cause du thé fumant qu'elle tient sous son nez. Je souris à cette vision. Ouais, tu sais que t'es l'incarnation de la naïveté, hein? Allez, allons bosser. Ah, tu viens de terminer un instant choisi. Des bouts d'histoire dépendant de tes choix. Tu pourras suivre leur progression dans ton journal et découvrir les autres en rejoignant un chapitre. Ok. Ah, il était magique ton thé où je rêve. Il y avait quoi dedans? On dirait que t'es redevenue la fille gentille du bureau. Rire. J'aime le thé magique qui fait fuir les forces du mal qui étaient dans mon corps. Rien ne vaut un peu d'exorcisme de bon matin. Nous rions de plus belle. Bon, je ne veux pas te mettre la pression, mais t'es au courant qu'il faut que l'intégration du calendrier soit finie ce soir? Oui. Je me lance dans mon travail quand surgit Rudy, tout essoufflé. Nous nous regardons en grimaçant avec Noah, car c'est la deuxième fois qu'il arrive en retard cette semaine, et Armel, derrière nous, semble en être agacé. Eh bien, Rudy, il va falloir que tu apprennes la ponctualité. Pardon, je suis... désolée. Il bredouille d'excuses entre deux respirations saccadées et s'installe à côté de moi. Bah, du coup, je l'ai mal fait, mais c'est pas grave. La prochaine fois, ce sera un avertissement. Oui, je suis désolée. Je ferai bien plus attention. Une fois Armel parti, Noah se tourne vers son ami. Mec, tu sais que tu crains. Je sais. J'ai passé la nuit sur cette série. Je me suis couchée super tard. T'as toujours une bonne excuse. Armel ne va pas te lâcher. Ouais, je sais. C'est la loose. Mais bon, au moins t'as esquivé la mauvaise humeur matinale d'Élise tout à l'heure. On va minimiser. Pas tant que ça. Quoi? Si t'avais vu ça, elle avait le visage déformé par la colère. Entrez dans son jeu, allez, hop. Voilà. Tu me connais si bien. J'élève les yeux au ciel devant tant d'exagération. Sérieux? Tu veux dire que j'ai raté la fusion Élise-Armel? Nous explosons de rire à l'idée d'un tel mélange. C'était carrément ça. Une horreur. Je le croirai que lorsque je le verrai. Je ne peux pas imaginer cette bouille d'ange en colère. T'es trop mignon. Oh, Longy. Je sais. Ceci dit, ça m'arrive aussi d'être en colère. La journée de travail s'est ainsi déroulée, comme quasiment toutes les autres depuis les 2 ans que je bosse ici. Je sors de l'établissement accompagné de Noah, pendant que Rudy se fait remonter les bretelles par Armel. Il va en avoir pour un petit moment et il nous fait signe d'y aller sans l'attendre. Encore merci pour ton aide. Vraiment, je ne sais pas ce que je ferais sans toi. On me le dit souvent. Le flatter ou le taquiner? Le taquiner, allez. Ah, encore un qui prend la grosse tête. Me voilà grillé. Nous rions et le métro de Noah arrive, pardon, pas Nora. À plus. Il me regarde en me souriant une dernière fois et monte dans le wagon en me faisant un signe de la main. J'attends mon métro et prête enfin attention à l'énergie étrange qui plane depuis que je suis sur le quai. Je trouve l'atmosphère ambiante, agitée. Il y a dans l'air quelque chose que je ne saurais expliquer. Le bout de mes doigts picote, j'ai la chair de poule. À cette heure-ci, il y a énormément de monde et personne n'a l'air de remarquer quoi que ce soit.
Oula! Oh, ça m'a fait peur. Une explosion hallucinante retentit. Et en une seconde, c'est la panique générale. Tout le monde se met à hurler et à courir dans tous les sens. Une troisième explosion font trembler le sol et les murs. Je suis en état de choc. Je tourne sur moi-même, sonné. Une épaisse fumée envahit les couloirs puis le quai du métro. Ma vue se brouille. Par où sortir? Où courir? Où aller? L'hystérie s'est emparée de toutes les personnes qui attendaient, et je suis toujours aussi immobile, le cerveau vide. Je suis terrifiée. Je suis tétanisée. Je n'arrive pas à bouger mes jambes. Tout le monde crie sa terreur. Mon sang se glace dans mes veines. Comme si cela ne suffisait pas, des coups de feu, comme ceux d'une mitraillette dans les films, viennent couvrir les hurlements. Mes oreilles se bouchent, et c'est mon propre cœur que j'entends. Il bat de manière déraisonnée. Mon cœur bat tellement fort, et tellement vite, que j'ai la sensation qu'il va exploser. Sensation accentuée par le fait que je sens ma poitrine chauffer. C'est presque douloureux. Qu'est-ce qu'il m'arrive? On me pousse, on me bouscule. Je suis prise dans un mouvement de foule et je suis engloutie par une marée humaine. Mes pieds sont toujours soudés au sol. Je reste figée par la peur. Impossible de faire un pas en avant, ou en arrière, ni où que ce soit. D'autres coups de feu retentissent dans la direction où tous les gens semblaient se diriger. Et tout le monde part, cette fois-ci, dans l'autre sens. Puis finalement, dans tous les sens. Je vois des personnes tomber, se relever. Ces hommes et ces femmes ont peur pour leur vie, tout en tant que moi. S'interroger ou courir? On va pas rester là à s'interroger, on va courir. Allez, Élise, fais un pas, bouge. Je me mets à avancer, mais après avoir fait 1 mètre, je m'étale au sol en tremblant. Je sens alors qu'on me prend la main. Viens, suis-nous. Oh! J'ai reconnu. Je lève soudainement la tête et me retrouve face à un homme et une femme. Non loin de nous, un adolescent trébuche. Sans me lâcher, il soulève le gamin sans difficulté pour le remettre sur pied avant qu'il détale, en disparaissant dans la cohue. Il faut qu'on la sorte de là. Mademoiselle, il faut y aller. La femme se joint à l'homme pour m'aider et me secoue par l'épaule. Mademoiselle, vous m'entendez? Il ne faut pas rester ici, c'est dangereux. On va regarder l'homme. Alors que la femme s'adresse à moi, je regarde l'homme en train de venir en aide à une personne recroquevillée dans un coin. Il la tire par les bras, lui dit quelque chose que je n'entends pas, et elle s'en va en boitant. L'inconnu se ressent sur moi et fixe à nouveau son regard dans le mien. Il faut qu'on y aille. Mais mon corps refuse de bouger d'1 millimètre. Elle se tourne vers lui, l'air interrogateur. Qu'est-ce qui lui arrive? Ne me dis pas que... Tu vois pas qu'elle est en état de choc? C'était -1. Bouge-toi pour la sortir de là au plus vite. Le couple parle de moi comme si je ne les entendais pas. Je sursaute sous l'effet d'une énième détonation qui fait trembler le sol. Oh, je te la laisse, je vais m'occuper de ces pourritures avant qu'ils ne rasent la station de métro. J'en fais mon affaire. Ok, vas-y, mets-les hors d'état de nuire. Déterminée, elle lui montre son poing serré, et d'un signe de tête entendu, elle se relève. En un éclair, elle disparaît sous l'épaisse couche de poussière. Est-elle vraiment partie se battre? Une chaleur intense envahit ma poitrine. J'ai le cœur qui va exploser ou quoi? Bon sang, ça me fait mal. Qu'est-ce que j'ai? L'inconnu se ressent sur moi. Comme pour me faire bouger, une autre explosion soulève un nouveau nuage de poussière. Sortons vite d'ici, maintenant. Le suivre, allez. Il m'entraîne dans sa course folle et je me laisse faire, dans un état second. Mon sauveur court dans le sens opposé de la foule, ma main dans la sienne, et arrive devant une porte scellée qui l'ouvre avec un puissant coup de pied. Nous nous engouffrons à l'intérieur, suivis par une dizaine de personnes qui nous poussent pour nous devancer. Il me plaque contre le mur pour laisser passer la marée humaine affolée, puis me reprend la main pour courir. Par là. Est-ce qu'on lui fait confiance ou
On lui fait confiance? Allez. Sans me lâcher, il me guide à travers les dédales de ce sombre tunnel alors que j'ai le cerveau complètement amorphe. Je suis incapable de réfléchir et je le suis dans un état second. Contrairement à cet homme qui semble exactement savoir où aller. Nous continuons notre course à en perdre haleine. Je sens arriver à un point de côté lorsqu'il nous stoppe. Sans me regarder, et sans avoir l'air essoufflé, il sort son téléphone. Eric? Oui, c'est bon, je suis avec elle. Elle est en sécurité. Tu te doutes bien que j'ai pas eu le choix. Non, de justesse. Quel bordel ici. Non, il n'y a eu aucun mort. Ils ne sont pas assez cons pour prendre le risque de la tuer. Mais on n'est pas passé loin. Si on n'était pas intervenu, ils l'auraient trouvé. Ok. Ouais, j'attends. Il raccroche et se penche vers moi avec précaution. Ça vous brûle au niveau du cœur? Vous avez mal? Comment peut-il savoir que j'ai le cœur brûlant? Alors que je cherche mes mots, une nouvelle vague de chaleur me transperce le thorax et me fait chanceler en m'arrachant une grimace de douleur. Je suis en train de tourner de l'œil, mais il me retient par les épaules et approche sa main juste en dessous de mon cou. Mais qu'est-ce que j'ai? Je dois vérifier que vous allez bien, ok? On dirait qu'il comprend mieux que moi ce qui se passe dans mon corps. Je peux? Dit-il en approchant sa main juste au-dessus de ma poitrine en surchauffe. Comment vous savez que... Je sais exactement ce que vous avez. S'il vous plaît, laissez-moi vous examiner. J'allais refuser son examen lorsque mes jambes chancellent et je m'écroule à moitié sur lui. Il me rattrape en me maintenant par les épaules pour stopper ma chute. Élise? Comment connaît-il mon prénom? Je ne sais pas pourquoi, je finis par acquiescer faiblement. Sans hésiter, il pose le dos de sa main entre mon cou et ma poitrine, un peu au-dessus de mon cœur, et fronce les sourcils comme s'il venait de découvrir un pronostic de mauvais augure. J'écarquille les yeux, désarçonné par ce geste intime qui, vraisemblablement, n'en est pas du tout un pour lui. Au-delà de la chaleur qui me consume, je sens celle de ses doigts sur ma peau. Je ne saurais dire ce qui me brûle le plus. Se pourrait-il qu'il ait senti la chaleur qui irradie ma poitrine? À voir sa tête, on dirait bien que oui. Et avant que je ne puisse réagir, il retire sa main. Écoutez, ne cédez pas à la panique, ok? Vous êtes en sécurité avec moi. Ne cédez pas à l'angoisse, tout ira bien. Vous comprenez? Essayez de parler. Mon cerveau est vide. J'essaie de parler, mais mes lèvres bougent sans produire de son. Je sens des larmes couler. Il me secoue une nouvelle fois. Ne cédez pas à la peur. Il semble tenir particulièrement à ce que je n'ai pas peur. Mais comment est-ce possible? Avec tous ces explosions, ces coups de feu, nous risquons de mourir à tout instant. Je ne veux pas mourir. J'ai peur pour ma vie. J'ai peur pour ces gens autour de moi. Je sens leur détresse m'envahir. Tout le monde va bien. Je peux vous l'assurer. Il n'y a aucun mort. Je le dévisage, les yeux ronds, comme s'il venait de lire dans mes pensées. Je sais que c'est très difficile et que vos émotions vous attaquent. Tout le monde a très peur, mais tout le monde va bien. Comment vous pouvez en être sûr? Je sais ce qu'ils cherchent. Et pour cela, ils ne doivent tuer personne. Il regarde à nouveau son téléphone. C'est bon, on y va. Il reprend ma main et me tire en courant. Toujours en mode automatique et sans comprendre ce qui se passe, je cours avec lui, haletante, au bord du malaise. Il donne un nouveau coup de pied, aussi brutal que le premier, dans une porte que je n'avais même pas vue. Il jette un œil dehors, comme pour vérifier que tout est bien sécurisé. C'est bon, allons-y. Nous sortons du couloir sombre pour déboucher sur une rue, pile au moment où une voiture arrive. Il ouvre la portière à la hâte et m'incite à entrer dans le véhicule. Éloigné du danger, mon cerveau se remet enfin en marche, en un claquement de doigts. J'ose exprimer une réticence à monter dans la voiture de cet inconnu.
Je n'ai peut-être pas réagi lorsqu'il a posé sa main sur mes seins, mais là... Élise, écoutez-moi. Il ne faut pas rester ici. Faites-moi confiance. Venez, nous allons vous mettre en sécurité. Comment connaissez-vous mon nom? J'en sais bien plus sur vous que vous n'en savez sur vous-même. Vous devez venir avec nous. C'est trop dangereux ici. Voici Eric. Il est avec moi. Nous vous protégeons. Le visage inquiet. L'homme au volant de la voiture incline la tête pour me saluer brièvement. Protester, insister. Insister? Ça ne répond pas à ma question. Il prend mon visage dans ses mains et plonge ses yeux dans les miens. Élise, je t'en prie. Tu le sais au fond de toi que tu peux me faire confiance. Tu le sais. Tu l'as toujours su. Viens. Tout ce qui vient de se passer devrait m'en dissuader. Pourtant, là, maintenant, quelque chose en moi me hurle qu'il a raison. D'où est-ce que ça vient? À ce stade, ce n'est plus de l'intuition. Tous mes sens, tout mon être, toute mon âme mettraient mon existence entre les mains de cet inconnu. Mon cerveau refuse de l'accompagner, mais mon corps réagit à ma place. Ainsi, de nouveau dans un état second, je monte dans la voiture. S'il te plaît, baisse-toi. Tant que je ne te dis rien, reste caché. Caché sous un plaid noir, je suis allongée sur la banquette arrière et je ne vois rien. Je ne comprends rien à ce qui se passe. Rapidement, j'entends les hurlements s'éloigner. Ça va? Tu es dans un état, mon vieux? Ça va. Je ne bouge pas, toujours prête terrifiée, dans la voiture de deux inconnus. Elle est sonnée. Visiblement, ces personnes me connaissent. Mais comment? Je prends une profonde inspiration. Histoire de me donner un peu de confiance, un peu de force et de contenance. Je peux descendre maintenant? Non, pas tout de suite. Où est-ce que vous m'emmenez? En sécurité. D'accord. De toute manière, est-ce que j'ai le choix? Pas tout à fait. Nous allons chez moi. Tout va bien. Nous vous protégeons. Nous devons vous parler avant. Ensuite, nous vous ramènerons chez vous. C'est trop risqué pour le moment. Restez cachés. Pourquoi moi? Vous? Vous n'arrêtez pas de me rabâcher que c'est pour me protéger. Mais de quoi? Qui êtes-vous? La police? Le J... Je sais pas ce que c'est. Le GIGN? Le FBI? Rien de tout cela. C'est un peu plus compliqué. Nous vous expliquerons tout. Allez écoutez, c'est moi qui cours un grand danger et pas eux. Est-ce que ce serait vraiment le cas? Je soulevais un pan du plaid qui me recouvre pour observer les deux hommes dans la voiture. Mon sauveur se tourne légèrement vers moi. Son regard est sévère, mais surtout... triste. J'allais dire magnifique, mais... c'est pas ça qu'elle pense. En tout cas, peut-être pas pour le moment. Après m'avoir extirpé de la voiture, ils me font entrer dans une coquette maison. Papa! Oups, j'ai pas fait la bonne voix. Papa! Une petite fille accourt dans le salon et se jette dans les bras du conducteur. Sarah! Eric prend sa fille dans ses bras pour l'embrasser bruyamment sur la joue. Elle rit aux éclats et gigote pour que son père la pose. C'est bon, on n'a pas été suivis. Je sursaute, je ne l'avais pas entendu entrer à son tour dans la maison. Tonton! Hé, la terreur! Pouh, t'es tout sale! Mais ça n'empêche pas la petite Sarah de se jeter dans les bras de son tonton. Oh, et dire qu'elle vient de prendre son bain. Désolée, Regina. Tonton, c'est qui la dame? Toujours dans les bras de son oncle, la fillette me dévisage avec une grande curiosité. Sans me quitter des yeux, il répond à sa nièce. Sarah, voici Élise. Tu lui dis bonjour? Bonjour Élise.
Elle tourne sa tête pour se cacher dans l'épaule poussiéreuse de mon sauveur. Regina, s'il vous plaît. D'un coup d'œil, Regina comprend la requête. Sarah tend les bras en direction de la femme qui grimace devant le piteux état de l'enfant. Les deux s'éclipsent à l'étage dans les rires de Sarah, sous le regard attendri de son papa. Le silence devient alors lourd et pesant. C'est le moment d'explication. Bien. Élise, voulez-vous boire quelque chose? Vous changez? Vous... on demande à boire? Je suis assoiffée. J'ose alors. Je veux bien un verre d'eau, s'il vous plaît. J'ai à peine eu le temps de finir ma phrase qu'il court vers la cuisine pour revenir avec de l'eau. Le verre s'entrechoque avec mes dents qui claquent. La peur n'est pas partie. Les yeux rivés sur mon sauveur, j'attends des explications. Son regard est fuyant. On dirait même qu'il se sent honteux. Qu'est-ce qu'il a fait qui puisse le mettre si mal à l'aise? Enfin, le maître des lieux tend sa main vers moi. Commençons par les présentations. Je suis Eric, vous êtes ici chez moi. Vous venez de rencontrer ma fille Sarah et sa nounou Regina. Et voici... Devenant tout aussi mal à l'aise que mon sauveur, il tend la main vers lui pour qu'il puisse enfin m'adresser la parole. Ce dernier soupire, résigné, et ose enfin me regarder. Je suis Arthur. Eh bien, merci de m'avoir sauvé. Je pense que je serais encore coincée là-bas si... Je sens que l'émotion va prendre le dessus. J'ai bien failli mourir il y a moins d'1 heure. Cette horreur, cette panique, c'est comme si j'avais ressenti la frayeur de la foule. Tout va bien, Élise. Il n'y a eu aucun mort. Sûrement quelques blessés, mais pas de mort. Comment en êtes-vous sûr? Nous le savons. Ce n'est pas dans leur intérêt de tuer qui que ce soit. Leur but est tout autre. Oui, j'ai bien compris qu'ils cherchaient quelque chose. En effet. Ils voulaient créer une peur et une angoisse sans pareil. Tant d'explosions et de coups de feu, juste pour faire peur? Arthur acquiesce, le visage grave. Ça n'a aucun sens. Pourquoi? C'est... Pour vous trouver. Vous. Arthur est de plus en plus agité, agacé. Les sourcils froncés, il détourne les yeux qu'il ferme comme s'il voulait éviter l'inévitable. Il parle de moi? Qui? Moi? Mais j'ai rien fait d'illégal ou de bizarre. Attendez, je ne comprends pas de quoi vous parlez. Arthur se dévige enfin et passe sa main sur son visage poussiéreux en se tournant vers Eric. Eric, c'est de la folie, on n'aurait jamais dû. Oh toi, tu vas arrêter, hein. Les deux hommes commencent à se disputer, comme si je venais de disparaître. On aurait dû la ramener chez elle. Arthur me semble être pris de panique. Tu as vu ce qu'ils ont tenté aujourd'hui pour mettre la main sur elle? Jamais je n'aurais cru qu'ils passeraient si vite à l'action. C'est pour ça qu'elle doit savoir. Non, Eric. Non. Son ton est implorant. Je t'en prie. Non, Eric. Pas ça. S'il te plaît. Affligé, Eric se tourne vers moi sans que sa réponse ne me soit adressée. Nous n'avons pas le choix. À son tour, Arthur se tourne dans ma direction pour poser sur moi les yeux les plus tristes que je n'ai jamais croisés. Je suis pétrifiée. La terreur est imprimée sur son visage. Il me renvoie cette détresse sans détour. Mon Dieu, que va-t-on m'annoncer? Je crains le pire. Est-il arrivé quelque chose à ma famille? Est-ce que j'ai fait quelque chose qui a déplu à mon insu au risque qu'on en veuille à ma vie? Est-ce qu'ils vont me faire du mal? Ma tête s'inonde de questions et de théories que je n'arrive ni à exprimer ni à formuler. Eric pose une main sur mon épaule, compatissant. Élise, vous êtes spéciale. Il me dit ceci sans me regarder, concentré sur Arthur qui est encore plus livide qu'avant,
malgré l'épaisse couche de poussière qui lui macule le visage. Spécial. Niais? Spécial? Moi? Mais je n'ai aucun intérêt. Je suis quasiment invisible. Arthur, toujours aussi silencieux, est plus contrarié que jamais. Ce comportement m'attriste au point de presque m'épuiser. Encore une manifestation de mes sentiments que je ne comprends pas. Pourquoi son malaise me touche-t-il à ce point? Il finit par s'asseoir sur le canapé, coude sur les genoux et enfouit son visage entre ses mains. Le discours d'Eric semble être un supplice pour lui. « Élise, vous devriez vous asseoir. » Il m'indique le canapé, où est déjà installé le grand déprimé. Allez, s'asseoir, quand même. Suite à l'invitation de prendre place à ses côtés, Arthur redresse la tête subitement, encore plus terrifié que tout à l'heure. Docile, je m'installe. Choqué que je puisse m'asseoir à quelques centimètres de lui, il fusille Eric du regard sans que ce dernier ne scie, alors qu'il prend place sur un fauteuil en face de moi. Oh la tête. Arthur se redresse, raide et mal à l'aise, les narines dilatées. Je ne savais pas que je pouvais inspirer autant de dégoût à quelqu'un. Je ne sais pas dans quelle mesure vous êtes prête à entendre ce que je vais vous conter, mais... Non, elle ne l'est pas. Il se lève brusquement. Les supplications de tout à l'heure se transforment en une explosion. Ça suffit, Eric. On en a déjà parlé. Je suis totalement contre. Justement, pour en avoir parlé des milliers de fois, tu sais que c'est pour son bien. Pour son bien, mon œil. Arthur. Eric se radoucit. Arthur est hors d'haleine. Mon frère, on s'était mis d'accord. Elle n'est pas. Je suis pas. Avec une grande douceur, Eric se lève et pose sa main sur l'épaule de son frère pour le faire s'asseoir. Je sais que tu n'es pas prêt. Je sais que tu ne le seras jamais. On se débrouillait très bien avant. Tu ne peux pas tout faire tout seul. Nous allons avoir besoin d'elle. C'est trop tôt. Il est trop tard de toute manière. Son éveil a commencé. Plus tôt elle y sera préparée, mieux ce sera pour tout le monde. J'écoute les deux hommes parler de mon sort, toujours sans bouger. Bah, les questionner, hein. Qu'est-ce que je suis censée savoir? En quoi suis-je spécial? Je sais très bien ce qui me rend spécial. Mais personne, à part mes parents et Isia qui est mon amie depuis le lycée, ne connaît cet aspect-là de ma personnalité. À savoir que je comprends la nature. Enfin, mes collègues et certaines connaissances me traînent pour l'ami des plantes, mais sans savoir jusqu'à quel point. Quant à eux deux, ils ne peuvent pas être au courant de cette information. Eric me sourit, saisissant tout mon raisonnement sur mon visage. J'imagine que vous savez très bien de quoi je parle. Hésiter. Comment est-ce possible? Il acquiesce. Lorsque Gaïa, la terre, enfante l'élysir, elle lui transmet tout son pouvoir et ce jusqu'à sa mort. Le quoi? Eric ignore ma question et continue son histoire de terre et d'élixir. Ce pouvoir, offert par Gaïa, se transmet de vie en vie et revient à chaque fois plus puissant. Gaïa choisit son élixir avec soin, car celui ou celle qu'elle élit se doit de se protéger, afin de pouvoir protéger tous les autres êtres qui habitent cette planète. Aussi, tous les éléments de la nature sont en communion totale avec l'élixir. Il ne s'agit pas là d'un rôle d'obéissance ou de quoi que ce soit de cette idée-là, mais plutôt d'une union, d'un lien, d'une extension. C'est très joli comme histoire, mais quel est le rapport avec moi? Je pense que vous avez parfaitement compris. Je ne peux pas être cette élixir, je sais pas quoi. Si. Tu l'es. Questionné. Comment pouvez-vous en être aussi certain? Pourquoi crois-tu que l'arbre en face du bureau où tu travailles est devenu presque 2 fois plus grand en 2 ans? Quoi? Il baisse les yeux. Cette conversation, cette révélation lui coûte beaucoup. Cette conversation... Ah,
Je crois qu'il y a un petit problème de dialogue, mais je ne sais pas. Tu veux bien une preuve de ce qu'Eric est en train de t'expliquer, non? Ça m'écorche la bouche de te le dire, mais on n'a plus le choix, alors qu'on en finisse. Tu pourrais être un peu moins brusque. Oh, ça va toi aussi. Tu es dur à suivre. Une grande première. Eric lève les yeux au ciel. Il semblerait que les changements d'humeur soient une des grandes spécialités d'Arthur. Bref, donc, ouais, t'es une sorte d'élu de la nature. Et on est là pour veiller sur toi. Point. En me balançant tout ça, il fait de grands gestes à la manière d'un éberlué, je connaissais pas ce mot, pour me parler d'élu, comme s'il ne croyait pas lui-même à ses propres mots. En même temps, comment y croire? Élise, on ne vous demande pas de nous croire tout de suite, juste d'intégrer cette information pour le moment, et la vérité viendra s'insinuer en vous comme une évidence. Nous ne vous avons seulement donné qu'un petit coup de pouce. Soit. Mais le rapport avec les coups de feu tout à l'heure... Arthur a visiblement espéré que la discussion soit finie pour éviter ce qui suit. Il se trouve que l'Élysire est convoité par les Néantis. Les plus puissants d'entre eux font partie d'une terrible famille, dirigée par un homme qui s'appelle Georges Castrade. Lui aussi est pourvu de certains dons. Mais si les Cercas sont au bénéfice de la vie et de la création, les Néantis sont voués à la destruction et à la domination. Les quoi? Les Cerquois? Néantis? C'est quoi toute cette histoire? Je vois bien que vous devez être perdu face à ce flot d'informations. En effet, vous m'avez totalement perdu. Ce que vous devez retenir, c'est qu'il y a des êtres mal intentionnés. Ils connaissent votre existence et mettent la leur à profit pour vous trouver et pour ainsi s'approprier tous vos pouvoirs. Leur charabia me colle la chair de poule. Je n'y comprends rien et n'y crois toujours pas. Cependant, je commence à avoir sacrément peur. Ils ne savent pas qui vous êtes, mais peuvent arriver à vous localiser, plus ou moins. Un frisson me parcourt le dos. C'est ce qu'ils ont réussi à faire. Ils ont découvert que vous résidiez dans cette ville. Vous commencez à vous éveiller, même si vous ne le sentez peut-être pas. Leur champ d'action est plutôt limité, car ils se repèrent à votre aura. La vôtre est particulièrement vibrante, si je puis dire. Ainsi, leur meilleur plan est de faire vibrer cette aura, de telle manière qu'il leur serait tout à fait possible de vous localiser au mètre près. Pour ce faire, il faut créer une angoisse et un stress terrible qui ferait exploser les désirs en vous, dans un souci d'autoprotection ultime. Instinctivement, je colle ma main sur ma poitrine, à l'endroit où j'avais senti cette chaleur presque irréelle et dérangeante. Ils ont donc décidé de simuler une attaque, aux heures de pointe, dans un lieu où la foule est importante, dans l'espoir de vous faire sortir de votre trou. Castrade a certaines compétences. Il savait que vous seriez à cet endroit, sans savoir qui serait sa cible. Leur histoire commence à tenir la route, mais je peux pas y croire. Je ne veux pas y croire. Logique. Vous pensez donc que je suis vraiment cette Élysire? En plus, son prénom, c'est presque la même chose. En effet, vous l'êtes. Soudain, des cris de Sarah retentissent. Les deux hommes, coupés dans leur élan de révélation dramatique, battent des paupières comme s'ils se réveillaient. Papa! Papa! Maman! Je vais devoir y aller. Tristement, il regarde Arthur puis se dirige vers l'escalier pour monter à l'étage rejoindre sa fille. Questionné. Où est sa mère? Le regard fuyant, il me répond en pinçant les lèvres. Elle ne va pas bien. On t'en parlera le moment venu. Je n'ai pas le droit de savoir maintenant? Non, c'est pas le bon moment, je suis désolée. Il est temps que je te ramène chez toi. Et c'est tout? Quoi? Tu pensais qu'on allait te séquestrer? Peut-être non.
Je n'ai jamais dit ça. Allons-y. Le trajet en voiture s'est passé dans un silence pesant. Il s'est garé non loin de chez moi, sans que je n'ai eu à lui donner mon adresse. Ainsi, nous voilà devant l'entrée de mon immeuble. Comment savez-vous où j'habite, où je travaille? Pour l'arbre à côté de mon bureau? Je te surveille. Pardon? En gros, c'est un stalker? Depuis des années, je veille sur ta sécurité. Moi, je serais plutôt choquée. C'est glauque? Non. Si, carrément. Pas pour nous. Ne te méprends pas. Nous avons une éthique bien ficelée. Je ne te vois pas. Je ne regarde jamais ce que tu fais. Même si je sais où tu travailles, où tu habites, etc., je ne vois, n'écoute, ni ne sais ce que tu fais. Si je veux te surveiller de plus près, je dois avoir ton autorisation. Sans ça, je me dois de rester à distance. Ah, ce n'est donc pas intrusif? Non, ça ne l'est pas. Mais comment pouvez-vous me surveiller si c'est de loin? J'ai seulement besoin de ressentir ton aura. Si elle s'enflamme, c'est que tu es en danger et que je dois intervenir. Donc, je peux vaquer à mes occupations, faire ma vie sans avoir à tes pieds. Te voilà rassuré? Non. Non, bien sûr que je ne le suis pas. Je ne sais pas dans quelle mesure je dois être rassurée à l'idée que je puisse être en danger si souvent, au point d'être sous surveillance. Il n'y a pas que les lisières qui aient la capacité de recevoir des dons de Gaïa. Il y a des milliers d'êtres humains aux dons un peu particuliers, qu'on appelle les Sarkas. Beaucoup sont protégés par des sentinelles. Ces sentinelles sont comme des gardes du corps, si tu veux. Des sentinelles? Vous voulez dire dans l'armée ou un truc dans le genre? Non, pas vraiment. Nous ne faisons pas partie d'organisations connues, ni gouvernementales. Disons que nous existons depuis la nuit des temps, de manière totalement secrète. Vous êtes en train de me dire que vous êtes mon garde du corps? C'est ça, je suis là pour veiller sur toi. Enfin, nous sommes plusieurs. Les sentinelles peuvent faire partie de la vie des Sarkas, ou pas. J'ai choisi de rester à distance. Jusqu'à aujourd'hui. Pourquoi vouloir rester à distance? Ça n'aurait pas été plus simple de travailler en équipe? Il y a cette histoire de respect de ta vie privée. En gros, le plus souvent, je me tiens à environ 1 ou 2 kilomètres de toi. C'est la distance nécessaire pour que je puisse sentir ton aura et me manifester si tu es en danger, ou si l'élésir a décidé de se pointer. Je croyais que j'étais l'élésir. Oui, tu l'es. Mais c'est aussi le nom de ce don surpuissant qui s'éveille en toi. C'est pour cette raison qu'on peut parler d'élésir pour désigner 2 entités, toi ainsi que ton pouvoir. Je me rapproche parfois si je juge que c'est nécessaire. Par exemple, quand tu es chez toi. Disons que je suis un peu plus frais. Mais je ne rentre jamais chez toi. Je n'interfère jamais avec ce que tu fais. Je ne t'espionne jamais. Je comprends, c'est pour ça que je n'ai jamais capté votre présence. Comment ça marche pour ceux qui ont décidé de faire partie de la vie de l'autre? Disons que, comme tu l'as dit, c'est un travail d'équipe. Les deux s'autoprotègent, c'est d'un commun accord. Un Sarka ne peut pas exiger qu'une sentinelle soit là pour lui. Mais en règle générale, ils ont autant besoin de l'autre. Il y a comme un équilibre qui se crée. Je suppose que ça doit créer des liens. En effet. C'est pour ça qu'Eric a épousé la Sarka sur qui il devait veiller. Ils sont devenus si proches qu'ils ont fini par se marier. Pour faire simple, parmi les humains, il y a des Sarkas, des êtres dont éveillés. Attention, ils ne sont pas plus importants que les personnes qui ne sont pas éveillées. Ils sont juste différents. Ils contribuent à faire avancer l'humanité, à la faire grandir en sagesse, à leur façon. Je ne peux m'empêcher de poser des questions. Que tout ceci soit vrai ou pas, il faut avouer que c'est plutôt bien ficelé. Doivent-ils se battre, comme des super-héros? Non, ils œuvrent discrètement. Ils sont comme tout le monde. Mais leurs vibrations et leurs auras nourrissent la Terre d'une autre manière qu'un humain normal. Il n'est pas question d'être des élus ou quoi que ce soit. Enfin, à part toi.
Il y a des familles qui connaissent l'existence de ces êtres particuliers, ainsi que celle de l'Élysir. Et beaucoup d'entre eux mettent à disposition leurs compétences pour protéger celles des Serka. Ils n'ont peut-être pas de dons, mais ce sont des familles fortes, puissantes, à l'intelligence sans égale, des sentinelles. Je soupire, avec la sensation d'avoir la tête en chou-fleur. Évidemment, je n'ai pas retenu la moitié de ce qu'il m'a raconté. Je sais. Je sais que ça fait beaucoup d'informations à assimiler. Oui, mais surtout, comment y croire? Vous faites comme si vous en saviez beaucoup sur moi. C'est peut-être le cas, même si j'émets de sérieux doutes. Je suis quasi certaine que je n'ai pas les aptitudes que vous recherchez. Je ne suis pas forte, pas courageuse, pas entreprenante. Je ne suis rien. Je lève les yeux vers lui et croise son regard. Il est dur et sévère. Arrête, ne dis pas ça. Vous ne me connaissez pas, moi si. Tu devrais avoir un peu plus confiance en toi. Ce n'est pas une histoire de confiance. Vous attendez de moi que je sois une élue au super pouvoir. Vous allez être déçus. Soit. Quand bien même, on se tromperait sur tes prétendus dons. Ne dis plus que tu n'es pas forte, pas courageuse, et que tu n'es rien. Tu as largement les ressources pour l'être. Pas parce que tu es les désirs, mais parce qu'on a tous les ressources pour l'être. Élysir ou pas, tu peux être tout ce que tu suis. Tu peux être tout ce que tu souhaites. Fais-toi confiance. D'accord. Merci. Et vous? Qui êtes-vous alors? J'avoue que je suis un peu perdue. Vous avez des dons particuliers? Moi, je ne suis personne. Je te l'ai dit, je suis ici pour ta protection. Pourquoi choisir de me protéger à distance? Pour ta sécurité. Quelle réponse nulle, j'avoue. Rentre chez toi et repose-toi. Je sais que tu ne crois pas à tout ce qu'on t'a raconté, mais ça n'a pas la moindre importance à mes yeux. C'est Eric qui sera un peu plus relou avec ça. Pense avant tout à toi et à ta sécurité, autant physique que mentale. Tu as vécu un moment éprouvant, et tu dois être terrifié. J'ai envie de te demander 1 million de fois pardon pour tout ce que tu viens de subir. Oh, c'est mignon. Mais ce n'est pas de votre faute. Certes, mais je ne peux pas m'empêcher de me dire que j'aurais pu éviter ce foutoir. Sache une chose, je serai là pour toi, quoi qu'il arrive, toujours. C'est la phrase du prologue, ça. Si tu as besoin de moi, appelle-moi. Questionné. Comment? Je n'ai pas votre numéro, mais je pense que ça ne sera pas la peine. Je te l'enverrai par texto. Je ne vous ai pas donné le mien? Pas besoin. Je l'ai déjà. Je regarde avec des yeux ronds. Sur le moment, je pensais qu'il blaguait, mais son regard est on ne peut plus sérieux. Ses yeux sont toujours aussi tristes, comme s'il savait quelque chose que j'ignore. Et visiblement, il en sait bien plus que moi. Rentre chez toi. Sans qu'il me le demande une 3e fois, je pousse la porte de mon immeuble en le remerciant. J'entre enfin chez moi. Je ne me suis pas retournée une seule fois et je l'ai entendu démarrer sa voiture pour partir. Je suis enfin seule. Toute seule. Adossée contre ma porte d'entrée, les jambes flanchent. Je glisse vers le sol et m'effondre en larmes. Je pleure bruyamment et je laisse tout sortir, tout le choc subi en cette fin de journée. D'abord ces explosions, cette terreur, cette angoisse. J'ai vraiment cru que nous allions tous mourir. Et puis ce sauvetage, cette histoire de Gaïa et de ses Serka, que mes dons seraient bien plus extraordinaires que je ne le pensais. Que des personnes cherchent à me les voler. Je ne sais pas encore ce que tout cela implique, mais je crois que ce n'est pas bon signe. Avoir peur de ce rôle. J'espère qu'on ne veut pas me demander de sauver la planète.
Comment croire à ces histoires? Elles n'ont aucun sens. Et pourtant, je les ai laissées me parler. Je les ai écoutées sans broncher. Une part de moi accepte ça tout naturellement. C'est ce qui est le plus faux dans tout ce charabia. Tout mon être s'est senti à sa place pendant ce récit rocambolesque. C'est peut-être aussi la raison de toutes ces larmes. Elles sont un mélange de peur, d'incompréhension, de colère, de perte de contrôle et d'effroyable tristesse. Elles font écho à ma tristesse de ce matin. Et aussi à la tristesse d'Arthur. Je me laisse tomber sur mon lit. Cette douche fut salvatrice. J'ai enfin pu me débarrasser de toutes ces passières, de toutes ces larmes. J'ai frotté ma peau si fort, comme si l'horaire de ma journée était imprégné et que je devais m'en délester. Je me suis rendu compte que je devais m'arrêter quand j'ai vu des rougeurs apparaître sur mon ventre à cause des frottements. Chaque centimètre carré de mon corps me fait mal et mon cerveau est totalement vide. Je me lève brusquement lorsque j'entends vibrer et me reconnecte instantanément à la réalité. J'attrape mon sac tout sale et y trouve mon téléphone. Mon Dieu, il y a un nombre hallucinant de textos. J'ai un appel d'Isia et je décroche sans plus attendre. Allô? Élise? Élise? Bon sang, ça va? Oui? Et... Elle me coupe, affolée. Ah, j'étais morte de peur. Tu ne réponds pas depuis des heures. Je suis passée chez toi, tu n'y étais pas. On parle de ces explosions et de ces échanges de tirs partout. Je viens juste de rentrer. Je suis passée au travers. Tes parents sont morts d'inquiétude. Noah m'a appelé aussi. Il a pris le métro juste avant les explosions. Oh là là, la panique. Pendant que j'écoutais les récits surnaturels d'Eric et d'Arthur, toute ma famille et mes amis se faisaient un sang d'encre. D'accord. Je te laisse alors, je vais les prévenir. Ok. Appelez mes parents, c'est plus important. J'appelle mes parents. J'ai tenté de rassurer tout le monde, comme je l'ai pu. Je poste également un message sur mes réseaux sociaux pour signaler que je vais bien. Je me garde bien de dire que j'étais au milieu des attaques et qu'un couple un peu bizarre m'en a sorti. Cet homme n'a pas aidé que moi d'ailleurs. Je l'ai vu relever, sans me lâcher, ce qui trébuchait. Je constate cependant qu'il était une des rares personnes à se soucier des autres. Cet altruisme me touche forcément, surtout dans ce genre de situation où le chaos régnait et où personne ne se préoccupait de ses voisins. Sauf lui. Je ne peux m'empêcher de penser à Arthur. Ses yeux m'obsèdent. C'est vrai que je n'ai pas vu grand-chose de son visage, à cause de la poussière. Mais j'ai cet arrière-goût de nostalgie et de tristesse qui m'envahit à chaque fois que je visualise ses traits. Pourquoi cette rencontre me bouleverse-t-elle à ce point? Oh, le point de vue d'Arthur, intéressant. Je passe la porte, éreintée. Mon cœur bat fort à m'en déchirer les entrailles. Tu étais où? Tu l'as ramenée chez elle? Bien sûr. On n'en avait pas fini. Ah bon? Tu avais quelque chose à rajouter? Il hausse les épaules, désinvolte. C'est toi qui vois. Te fous pas de moi. Écoute, je sais que ce n'est pas facile pour toi, mais tu devrais te calmer. Non! Non! Tu sais pas combien c'est pas facile pour moi. Qu'est-ce que tu racontes? Tu veux que je te rappelle où est Rose en ce moment? Tu veux que je te rappelle pourquoi, chaque soir, juste après s'être endormie, ma fille se réveille et appelle sa mère en pleurant? Alors arrête un peu de ne penser qu'à toi. On est tous dans la même galère. Je suis désolée. Tu sais de quoi il est capable. Je sais. Je serre mes poings jusqu'à enfoncer mes ongles dans la chair de mes paumes. Parler de lui me donne la nausée. Eric s'approche de moi et cherche à capter mon regard. Tu sais que c'est la meilleure solution pour Élise. Il faut qu'elle puisse se servir de ses pouvoirs. Ouais,
Mais je te rappelle que plus elle prend possession de ses pouvoirs, plus vite le vieux risque de la trouver. Mais c'est inéluctable. Tu ne peux pas freiner son éveil éternellement. Je sais. J'ai seulement besoin de plus de temps. Du temps? Nous n'en avons plus. Tu sais que tout a commencé. Je sais. Mais, tant que je ne suis pas au milieu, il y a peut-être une chance que tout se passe à peu près bien. Tu veux plutôt dire, tant que tu ne te jettes pas sur elle? Quoi? J'ai tort? Non. Et ensuite, tu veux la confiance d'autres sentinelles? Pourquoi pas? Face à lui? Laisse-moi rire. Toi le premier, tu n'as aucune confiance en leurs compétences. Tu sais qu'il n'en fera qu'une bouchée. Pas face à moi. Arrête de jouer à l'imbécile de cette façon. Tu gagnerais à être franc avec elle sur votre relation. Poussé à bout, j'explose enfin. Quoi? Quoi à la fin? Tu veux que je lui dise quoi? Tu veux qu'après tous ces sujets d'importance capitale, tous ces milliards de vies en jeu, ces vies gâchées, tu veux que je lui balance que j'ai toujours été amoureux d'elle depuis des années? Pourquoi tu mimes des guillemets quand tu dis amoureux d'elle? Tu es amoureux d'elle. Laisse tomber. Tu sais bien que non. Tu vois bien que cette fois-ci, c'est la réalité. Et alors, en quoi ce serait différent? Justement, parce que tout est différent. Laisse-la en juger par elle-même. Élise sait ce qu'elle veut, elle l'a toujours su. Tss, on dirait que c'est elle qui parle. Tu te souviens de ce que Rose avait dit à propos d'Élise et moi, de notre relation? Quand nos réalités se sont effleurées alors qu'Élise n'était pas encore réveillée, après ce qui s'est passé? Elle n'a fait que des suppositions, et c'était il y a longtemps. T'es à l'ouest, mon frère. Ces suppositions, comme tu dis, me paraissent vraiment avérées. Tu ne tiendras pas une seconde face à ta belle. C'est ce qu'on verra. Je te signale que je fais ce que je peux. J'attends de toi un peu plus de tout son tien. Je suis réaliste, c'est tout. Tu ne cesses de te conditionner à ne pas la côtoyer. Pourtant, tu n'arrives pas à te demander ce qui va se passer le jour où tu vas céder. Bien sûr que je sais, plus que n'importe qui. Et ça ne doit pas arriver, compris? Ouais. J'ai été d'ailleurs très heureux de la rencontrer enfin. Je me renfogne davantage. Elle est telle que je l'imaginais. Tu devrais la croire, elle te fera confiance. Il n'est pas question de ça. Je ne veux pas. Je ne veux pas de cette relation avec elle. Je préfère l'aimer de là où je suis. Ça me suffit. Mais elle, ça ne lui suffit peut-être pas. Non, mais au moins, elle est en sécurité. Tant qu'on ne sait pas comment le lien va évoluer. Faut lui demander son avis quand même. Tu ne crois pas? Tu sais comme moi qu'elle découvrira tout. On verra. Je sais. Je sais. Donc, ton plan, c'est quoi? De jouer au parfait connard pour qu'elle ne s'entiche pas de toi, c'est ça? Non, merci. J'ai vraiment pas envie de jouer à ça, surtout pas avec elle. Alors quoi? Tu vas la tenir à distance? Tu sais qu'elle va finir par tomber amoureuse de toi? Tss, laisse tomber. De toute manière, j'ai que ça en stock. Et jouer au gars pas intéressé, ça ne me semble pas très compliqué. Lorsque je dis ces mots, je me sens pas hyper convaincue. Je sens bien qu'il suffit d'un seul regard d'Élise et mon putain de masque se fissure. Tu connais les conséquences si Élise et moi, sans compter ce qu'elle ferait, ce qu'elle mettra en œuvre pour... Bref, il s'occupera de son apprentissage. Point. Tu arriveras à te contenir? Bien sûr que oui. Ma réponse est totalement fausse. Et c'est bien ce qui me terrorise. Je m'assis sur le bord de mon lit, en proie à une migraine infernale. Je dois m'endormir au plus vite. Qu'est-ce que je dois faire, bon sang? Je me suis toujours préparée à l'éventualité que je rencontre Élise en vrai, mais c'est trop prématuré. Je suis pas prêt. Il ne faut pas qu'elle sache
qu'elle sache pour nous. Enfin endormi, il était temps. J'ouvre les yeux et vois ce décor blanc, si familier. Je suis dans le rêve. Arthur! Mon cœur fait un battement dans la poitrine. Une immense chaleur m'envahit. Mon ventre se serre dans un tourment agréable. Je me tourne à l'appel de mon nom. Cette voix, la plus douce du monde, qui répète mon nom, encore et encore. Je pourrais me droguer à ce seul appel pour le restant de mes jours. Chaque cellule de mon corps irradie d'amour pour elle. Arthur, enfin! Élise. Oh, le souvenir d'Arthur! Flashback. 12 ans auparavant. Oh, c'était il y a longtemps ça. J'ouvre les yeux et je suis éblouie. Où est-ce que je suis? Je suis en train de rêver. Tout est blanc ici. Il n'y a rien. J'ai l'impression qu'il n'y a pas de distinction entre le sol et le ciel. Je sais même pas si on est dehors ou dedans. Et il y a quelqu'un ici? J'écris en espérant que quelqu'un m'entende. Mais je sais que ça sert à que dalle. Car vraiment, ici, il n'y a rien par moi. Bon, j'ai pas crié parce que je suis pas toute seule chez moi, mais voilà. Faut imaginer. C'est flippant, je comprends rien. Où je suis, bordel? On dirait un rêve, mais ça paraît plus vrai que lorsque je rêve habituellement. Et en même temps, ça n'a pas l'air réel. Je comprends la sensation. On dirait que les sensations sont réelles, mais je sens que ça l'est pas. Oh, elle est belle. Je suis où? Je sursaute et me retourne, surpris. J'étais persuadée qu'il n'y avait personne d'autre que moi dans cet endroit, chelou et tout blanc. Tu sors d'où, toi? Je t'ai posé une question, gamine. Réponds. Elle hausse ses sourcils, un peu flippée. Je suis pas une gamine. Mais d'où elle sort? Allez, je débloque le souvenir d'Arthur. Il y a une seconde, j'étais seule et t'es apparu d'un coup. Je sais pas. Et t'es qui d'ailleurs? Je m'appelle Elise. Je sais pas ce que je fais ici. Je pensais que j'étais en train de rêver. Je pense que je rêve aussi. Les sensations sont bizarres ici. Alors, je comprends pas pourquoi il y a une gamine que je connais pas dans un de mes rêves. Je pourrais me dire exactement la même chose que toi. J'en ai rien à cirer. T'es juste dans ma tête, t'existes pas. Je comprends pas ce que je fous ici. L'air embarrassée par ma présence, elle se met à marcher en s'éloignant de moi. Hé, tu vas où? Je croyais que tu en avais rien à faire de moi. Ouais, c'est le cas. Alors, tu n'es pas obligé de me suivre. Je fais un peu ce que je veux. Bien. Nous marchons donc en silence. Tu sais où tu vas au moins? J'ai l'air de savoir où je vais. Tout est blanc et pareil ici, au cas où tu ne l'aurais pas remarqué. C'est bon, arrête de faire ta relou. C'est toi qui as voulu me suivre. Je te trouve bien loquace pour une gamine. T'as quel âge? 13 ans. Et je suis pas une gamine. Alors arrête de m'appeler comme ça, s'il te plaît. Et toi? T'as quel âge? Ok, tu veux pas me dire. Pour ce que ça change, j'ai 16 ans. Waouh! Je sais enfin un truc sur toi. Mais je peux toujours courir pour avoir ton nom, c'est ça? T'es intelligente pour une gamine. Mouais. Nous errons ici depuis maintenant des heures, sans que le décor ne change. Je commence à en avoir marre de marcher, et je sens que je m'épuise, même si ce n'est pas la même fatigue qu'en vrai. Soudain, je vois la gamine s'arrêter. Elle s'assied en ramenant les genoux contre elle. Ça va pas? Oui, non, j'en sais rien. Ça fait des heures qu'on est dans cet endroit et qu'il se passe rien. Je commence à fatiguer. Je m'arrête aussi, m'assieds à mon tour, puis m'allonge. Nous restons assis, silencieux, pendant un long moment. Hé, qu'est-ce que... C'est quoi ça?
Elle regarde ses mains absentes et lève vers moi un regard affolé. Je sais pas. Gamine. Élise. Et voilà qu'elle avait complètement disparu. Plus rien. J'avance mes mains pour toucher ce qui pouvait rester d'elle, mais toujours rien. La peur au ventre, je me lève puis m'éloigne de l'endroit où la gamine se tenait, terrifiée à l'idée qu'il m'arrive la même chose. Je la connaissais à peine, mais même si j'en avais rien à secouer d'elle, elle ne méritait pas un tel sort. Bordel. Après de longues minutes à traîner sans fin dans cet endroit, je sens alors mon corps s'évaporer lui aussi. Non! Je me mets à courir, inutilement, et disparais à mon tour. Oh, et bien voilà, on a terminé le chapitre 1. Donc on a débloqué l'illustration, le souvenir d'Arthur, et les instants choisis, on a trouvé que 3 sur 6, parce que j'ai pas pu tout choisir, bien évidemment. Alors au niveau de mes tickets, il m'en reste que 2, et j'ai 138 clés. Donc voilà. Alors au niveau des personnages, on a Isia qu'on vient de rencontrer. Donc Isia est la meilleure amie d'Élise depuis le lycée. Même si leurs caractères sont totalement opposés, elle s'adore. Élise considère son amie comme sa propre sœur et sait qu'elle peut compter sur elle en toutes circonstances. Noah est l'un des meilleurs développeurs de l'agence Vinvia. Il est vraiment adorable et c'est un ami en qui Élise a confiance. Il est toujours là pour l'aider quand elle est en galère pour le boulot. Tout le monde aimerait les voir en couple, mais personne ne semble réaliser qu'il préfère les hommes. Anaïs, c'est la vraie commère de l'agence Vinvia. Web designer, elle raconte toujours les derniers potins, ce qui s'avère étrangement réconfortant pour Élise. Sa collègue est aussi un vrai cœur d'artichaut et s'invente des films sur tous les beaux hommes qu'elle croise. Rudy et Noah sont inséparables. Ils se connaissent depuis qu'ils sont au lycée. Assurément, s'il le voulait, Rudy pourrait être un développeur aussi compétent que Noah, mais il préfère geeker et regarder des séries. Ce n'est pas Élise qui l'embalmerait. Armel est le chef d'équipe des développeurs de l'agence. Il est souvent d'humeur massacrante et semble prendre un malin plaisir à rabaisser tout le monde. Au lieu de les tirer vers le haut, il fait toujours le contraire. Enfin, sauf avec Noah. Il n'a jamais rien à lui reprocher. Quant à Élise, elle n'ose jamais vraiment se rebeller, elle ne saurait pas quoi lui dire. Arthur a sauvé Élise lors de la fusillade qu'il y a eu sur le quai du métro, car c'est une sentinelle. Il s'adresse à elle comme s'ils se connaissaient depuis toujours, alors qu'elle ne l'a jamais vue. Pourtant, tout son être réclame de lui faire confiance. Pourquoi ? Eric est une sentinelle. Il est vraiment quelqu'un de sage et de posé comparé à Arthur. Il est le papa de la petite Sarah, mais où se trouve la maman de la petite fille ? Et Élise est une jeune femme discrète. Elle travaille comme développeuse à l'agence Vinvia et mène une vie paisible jusqu'à ce que Eric et Arthur, des sentinelles, lui révèlent qu'elle est l'élysire. Élise apprend alors qu'elle possède des dons puissants, mais convoités par les Sarka et la famille Castrade. Sarah, j'avais oublié qu'il y avait elle. Sarah est la fille d'Eric qui a 4 ans. Elle est mignonne quand elle joue à la fausse timide et adore son tonton Arthur. Georges Castrade. Alors Georges Castrade est à la tête d'une puissante famille, visiblement très puissante, qui a organisé l'attaque du métro dans le but de trouver Élise et de lui voler ses dons. Il est le plus puissant des Néantis. Et Ellie est venue porter secours à Élise pendant les attaques du métro. Elle l'a laissée seule avec son compagnon pour aller se battre avec les attaquants. Et voilà, on a fait tout le tour. Et dans le journal, je ne sais pas ce qu'il y a. Dans ton journal, tu peux consulter toutes ces pages via ce menu. Alors là, on a les chapitres. Là, on a les illustrations. Donc voici l'illustration du chapitre 1. Oh là là, c'est magnifique. Mais par contre, c'est trop beau. C'est romantique et tout. J'adore. Et ici, on a les souvenirs d'Arthur. Et ici, on a les instants choisis. Donc voilà les copains, on va s'arrêter ici pour ce premier épisode, du coup qui était le prologue plus le chapitre 1. Et franchement, c'était génial. J'adore l'histoire, elle est très submersive. J'adore
Élise à Arthur, surtout à Arthur, hein. Voilà. Donc ça fait beaucoup d'infos, mais franchement j'ai beaucoup aimé y jouer là, et j'ai très hâte de continuer l'histoire. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire tout ce que vous en pensez dans les commentaires. En tout cas, moi j'ai super kiffé ce moment, et moi je vous dis à la prochaine. Bisous bisous.